Quelles sont les nouveautés AWS des 2 dernières semaines ? Dans cet épisode, nous parlons de nouvelles instances EC2, de Elastic File System qui réduit la latence en lecture, de CodeGuru Reviewer qui enrichit ses librairies, mais il sera également question d'un anniversaire et de 2 nouveautés attendues par les développeurs de fonctions Lambda sur .NET et des PI GraphQL avec AppSync. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à toutes, c'est le podcast AWS en français. Merci de nous écouter chaque semaine dans vos applications de podcast, de nous laisser vos commentaires, vos feedbacks, de vous abonner également, de cliquer sur la petite cloche, le petit pouce vers le haut et de faire part de vos feedbacks également sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple, Sebsto, S-E-B-S-T-O. Vous êtes nombreux à me laisser vos feedbacks toutes les semaines et je vous en remercie. J'espère que ça va bien pour vous en cette fin de semaine, si vous écoutez le podcast juste après sa sortie. Typiquement, vous l'écoutez le vendredi ou pendant le week-end en courant sous la douche, en nettoyant la voiture, en faisant le jardin, quoique le jardin pour le moment en hiver c'est peut-être un peu en pause. Quelles sont les nouveautés d'AWS cette semaine ? J'en ai épinglé 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour vous, sans ordre de préférence, mais avec un biais, le biais du développeur que vous êtes probablement, du doer, de celui qui fait des choses, qui a les mains dans la console et dans le code. Première nouveauté que j'ai épinglée pour vous cette semaine, un nouveau type d'instance EC2, une fois n'est pas coutume, c'est quasiment toutes les semaines pour le moment, ce sont les C6A. C c'est compute, donc des instances qui ont un peu plus de CPU que de mémoire. 6 c'est la génération, qui remplace la génération 5, et A pour AMD, parce que ce sont des instances qui incluent le processeur, pardon, je cherche mes mots, le processeur AMD EPYC de 3e génération. Par rapport au C5A, la génération précédente, c'est à peu près 15% de rapport prix-performance en plus. Alors ces C6A sont particulièrement bien adapté pour tout ce qui est assez lourd en matière de computing, donc du batch, le business des ad serving, du machine learning, les jeux en multiplayer ou du HPC, du high performance computing. Ces instances dérivent en différentes tailles, de la taille large à 88 fois large, donc ça va de 2 vCPU et 4 Go de mémoire à 192 vCPU et 384 Go de mémoire, avec jusqu'à 50 gigabits par seconde de bande passante et un throughput EBS de 40 gigabits par seconde pour les plus grosses instances. Elles tournent évidemment sur le système de virtualisation Nitro, et attention, elles ne sont disponibles que dans 3 régions pour le moment, mais ça va s'étendre comme d'habitude, il faut un peu de patience, et ces 3 régions sont la Virginie du Nord, l'Oregon et l'Irlande en Europe. Elastic File System, c'est ce file system NFS entièrement managé. Vous n'avez pas de serveur à gérer, pas de stockage à gérer. Vous créez juste votre file system. Il vous donne des mount-points NFS que vous pouvez monter à partir de soit de vos instances EC2, mais souvent vous le faites à partir de containers Docker ou de fonctions AWS Lambda. On voit que c'est souvent comme ça que vous utilisez EFS pour avoir un espace de stockage partagé et persistant pour vos containers ou vos fonctions Lambda qui ne le sont pas en termes de stockage en tout cas. Nous améliorons la performance en lecture, au plus rapide c'est, au mieux c'est, vous nous dites tout le temps. Jusqu'à présent, la performance en lecture de EFS était typiquement sur l'ordre de quelques millisecondes. En anglais, on dit 1 digit milliseconde, donc une milliseconde à un seul chiffre. On dit entre 0 et 9. Maintenant, nous passons en dessous de la milliseconde avec des temps d'accès typiques de l'ordre de 600 microsecondes pour l'accès en lecture à vos fichiers. Qu'est-ce que vous devez faire pour prendre avantage de cela ? Rien, c'est activé déjà aujourd'hui sur les file systems que vous avez et évidemment ceux que vous allez créer dans toutes les régions où se trouve EFS ou EFS est disponible. Donc c'est vraiment un switch, on a allumé le truc et ça montre encore une fois un des avantages d'utiliser
utiliser des infrastructures cloud parce que sans rien faire de votre côté, sans essayer d'optimiser la performance de votre côté, vous bénéficiez automatiquement des performances que nous pouvons apporter à l'infrastructure sous-jacente. Dans le blog post que j'ai mis dans les notes de ce podcast, Jeff a revenu un peu sur l'historique des nouveautés EFS depuis le lancement, et puis il termine avec un petit post-scriptum en disant on a une roadmap à l'année qui est très chargée, donc attendez-vous encore plein d'améliorations et de nouveautés autour d'Amazon Elastic File System, ce système de serveur de fichiers NFS partagé et entièrement géré. CodeGuru Reviewer s'enrichit d'une librairie et d'un nouveau Security Detector pour les failles d'injection de logs. Donc CodeGuru Reviewer, vous savez, c'est ce système qui utilise de l'apprentissage machine pour analyser votre code source et pour essayer de détecter des problèmes tantôt de performance ou de sécurité par exemple dans votre code source avant même que vous ne compiliez et testiez votre code. CodeGuru Reviewer est organisé maintenant en librairie. Il y a des librairies de détecteurs. Donc un détecteur, c'est une capacité qu'a CodeGuru Reviewer à détecter un certain type de problème. Par exemple, on a un détecteur qui se focus sur les 10 vulnérabilités les plus communes du projet OWASP. Il y a un autre détecteur qui a été introduit pendant la conférence reInvent en fin d'année passée pour détecter les secrets dans votre code. Si vous avez hard-codé des secrets, des mots de passe, des clés d'API, etc. Ce détecteur permet de les détecter. Donc maintenant, on a regroupé tous ces détecteurs dans une librairie qui vous permet d'avoir une vue exhaustive de tous les détecteurs et de choisir lesquels vous souhaitez utiliser pendant vos reviews. Autre nouveauté, c'est un nouveau détecteur pour détecter les risques de log injection. Vous savez, c'est le type de vulnérabilité qu'il y a eu avec Log4j il y a quelques semaines où un attaqueur, une personne malveillante pourrait injecter des chaînes de caractères qui seraient ensuite loguées et le système de logging déclencherait quelque chose, interpréterait ces chaînes de caractères pour exécuter du code. C'est ce qui s'était passé avec Log4j. On avait sorti de façon assez opportuniste et réactive un détecteur spécifique à cette faille Log4j dans les jours qui avaient suivi l'annonce. Maintenant, on a généralisé ce détecteur pour toutes les erreurs d'injection liées au log, pas uniquement Log4j. Et donc, il y a un nouveau détecteur des log injection flows, comme on dit en anglais, les risques d'attaque par injection dans les logs. Joyeux anniversaire! Je vais m'arrêter là, je vais pas chanter plus longtemps, mais DynamoDB fête ses 10 ans. Il a été annoncé le 18 janvier 2012, donc on est un peu après les 10 ans là, 10 ans et un mois. C'était Jeff et Werner qui avaient annoncé DynamoDB il y a 10 ans. Dans un blog post que j'ai eu le plaisir d'écrire, je reviens sur 10 ans de DynamoDB, 10 ans d'innovation en fonction de vos feedbacks, mais je reviens aussi sur la genèse de DynamoDB, une saison de shopping sur Amazon.com qui s'était très mal passé en 2004 parce que le volume de trafic avait fait planter nos bases de données relationnelles à l'époque, et à ce moment-là on s'est posé la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de bases de données relationnelles pour des choses comme le panier d'achat sur Amazon.com ou la gestion des sessions sur Amazon.com? Il n'y a pas de complexité transactionnelle. Il n'y a pas de query complexe, de jointure à faire pour interroger ce data store, et c'est comme ça qu'on a créé un data store qui s'appelait Dynamo à l'époque, pas DynamoDB, qu'il fallait quand même installer, mais qui était une base de données NoSQL extrêmement performante, extrêmement scalable, et plusieurs équipes l'avaient installé en interne, mais l'adoption ne démarrait pas, et en posant la question pourquoi il n'y a pas plus d'équipes qui utilisent Dynamo à l'époque, une des raisons c'était que il fallait quand même l'installer soi-même, le scaler soi-même, gérer des serveurs, et beaucoup d'équipes préféraient la simplicité des services managés. Donc on a combiné Dynamo avec un service managé NoSQL qui existait à l'époque, qui s'appelait SimpleDB, pour créer DynamoDB. C'est la structure de données, l'engin de base de données performant et scalable de Dynamo que Amazon utilisait en interne, avec la facilité d'un service entièrement géré, où vous n'avez pas à vous occuper du matériel, du logiciel sous-jacent, ni même de la partition
partitions des données. Tout ça, c'est géré entièrement pour vous et c'est comme ça que DynamoDB est né il y a 10 ans. Le 1er mars prochain, si vous écoutez ce podcast peu de temps après sa sortie, c'est encore dans le futur pour vous. Le 1er mars prochain, il y aura une conférence en ligne virtuelle d'une journée avec les leaders de l'équipe DynamoDB, avec des clients comme le CEO de SmugMug ou des gens de l'engineering de Dropbox qui expliqueront ce qu'ils font avec DynamoDB. Et puis il y aura 2 community heroes, Alex Debris et Jérémy Daly, spécialistes tous les deux du serverless et de DynamoDB en général, qui auront des sessions de deep dive technique sur DynamoDB. Et c'est en ligne, c'est gratuit, c'est le 1er mars et le lien d'inscription se trouve évidemment dans les notes de ce podcast. Et je termine avec 2 nouveautés pour les développeurs. Si vous développez des fonctions AWS Lambda avec .NET, sachez que depuis hier exactement, depuis le 24 février, Lambda supporte le runtime .NET 6. Alors le .NET 6 est vendu par Microsoft en disant c'est plus performant, ça permet d'écrire moins de code également, c'est plus concis et moins de code c'est toujours bien parce que ça va plus vite à écrire, plus vite à débugger, puis statistiquement ça fait moins d'erreurs également. Alors si vous voulez utiliser C# 9 ou C# 10 ou F# 6, vous pouvez le faire maintenant dans Lambda. Il y a des tas de nouveautés, c'est mon collègue Developer Advocate James Beswick qui a écrit le blog post, mais il y a notamment l'amélioration du logging, beaucoup plus facile de loguer vos statements, mais ma préférée c'est les top level statements, c'est là où avant il fallait dans .NET faire using pour déclarer les packages qu'on use, définir son namespace, dans le namespace définir une classe, dans la classe définir une méthode, static void main, et puis seulement on commençait à écrire du code. Maintenant on peut mettre le code en top level directement, il sera capable d'exécuter votre code. Donc là on passe de 2, 4, 5 ou 6 lignes de code à une ligne de code juste pour faire un Hello World notamment. Il y a des tas d'autres nouveautés. Si vous êtes développeur .NET, je vous laisse lire le blog post qui annonce ces nouveautés, qui explique également comment migrer vos fonctions existantes vers .NET 6 si vous souhaitez le faire. Et puis si vous êtes développeur et que vous êtes développeur lambda, il y a de bonnes chances que vous utilisiez du GraphQL aussi à un moment ou un autre avec un service entièrement managé GraphQL qui s'appelle AppSync. Et une des demandes très classiques qu'on recevait des développeurs, c'était de pouvoir injecter des custom headers HTTP dans les réponses qui sortaient d'AppSync. Typiquement dans des cas de sécurité, votre client a besoin ou s'attend à recevoir un header HTTP avec un token ou avec quelque chose lié à la sécurité. AppSync ne permettait pas de le faire jusqu'à présent. Bien maintenant vous pouvez configurer au niveau d'AppSync des headers HTTP custom, des entêtes HTTP custom que vous pouvez retourner, que AppSync peut retourner au client qui l'appelle. C'est une petite nouveauté incrémentale, mais si vous utilisez AppSync, vous allez apprécier. Voilà 6 nouveautés que j'ai sélectionnées pour vous, un peu biaisées évidemment en fonction de vos centres d'intérêt, biaisées orientées côté développeur plutôt, les mains dans le cambouis, les mains dans la console. C'est ce que j'essaye de faire toutes les semaines sur le podcast AWS en français. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. La semaine prochaine, nous parlerons d'analytics avec Bedrox. Bedrox, c'est une société française qui fait des plateformes de vidéo streaming en ligne. C'est eux notamment qui ont fait l'engin de Salto ou de Sysplay. Ils font beaucoup d'analytics dans le cloud et on parlera de Graviton et notamment des gains de performance et de coûts qu'ils ont eu en migrant leur cluster d'analytics d'une infrastructure classique Intel vers les processeurs AWS Graviton et Graviton 2. Ça sera pour la semaine prochaine, vendredi matin, l'heure de publication de ce podcast. Après, vous l'écoutez quand vous voulez, évidemment. Merci d'avoir écouté celui-ci jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.